histoires superposées, des histoires qui sont à certains moments juxtaposées ou superposées. La banlieue des années 60 comme élément de lutte, comme élément de structuration de couches, comme élément de structuration de discours, ça existe toujours. La banlieue comme élément moteur de la culture, et avec une culture qui devient extrêmement large comme ça dans toute son acception, c'est vraiment, vraiment important. Le street art, au début des années 80, il naît dans ces territoires-là. C'est Fort d'Aubervilliers, où tous les gens le rap, il naît ici, le slam, il naît dans ces territoires. Donc, à chaque fois, il faut bien regarder comment l'aventure théâtrale, elle est encore toujours là. Donc, il y a tout ça, et dès l'instant où on prend uniquement ce lieu comme une zone de non-droit, comme une zone de conflit extrême et ainsi de suite, on rend compte d'une partie de la réalité, mais d'un seul coup, ça obstrue complètement une autre partie de la réalité. Donc moi, ce que j'essaye, c'est de voir un petit peu comment tout ça fonctionne et comment à certains moments, ça arrive encore à être transversal. Comme quoi des gens qui sont dans un espace de total non-droit arrivent d'un seul coup à trouver le moyen d'accéder à ces zones d'expérimentation culturelle, politique. Et là, les exemples sont vraiment légion. Et donc, il y a toutes ces choses. Et quand j'ai écrit Hors Limite, c'est sur une expérience où j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui basculait. Qu'est-ce qui basculait ? Je me suis retrouvé, je faisais des portraits dans le journal municipal d'Aubervilliers, je faisais des portraits d'habitants. Il y avait un type qui circulait dans la ville, il avait un rat sur l'épaule. Donc je suis allé le voir, Roots le rat il s'appelait. Et un type vraiment extraordinaire, et j'ai imposé un portrait de Roots le rat dans un bulletin municipal. Et regardez avec des villes et tout, mais j'ai commencé à faire des portraits de ce genre-là. Et un jour, comment j'avais plus d'idées, je me dis, mais où est-ce que je vais aller chercher un personnage? Je prends les pages jaunes et je regarde sur Aubervilliers profession par profession, je trouve détective privé à Aubervilliers. Je téléphone, le type habitait dans une cité HLM. En allant vers le Landy, je téléphone, je prends rendez-vous avec lui, je me retrouve avec un type avec un beat comme ça, qui buvait de la Cronenbourg et tout, et il me regarde, il me dit on se connaît, on était au collège ensemble. Et le type a commencé, j'ai jamais fait d'article sur lui tellement le type était infâme. Et son boulot, il m'a raconté, je lui ai dit mais qu'est-ce que ça veut dire comment détective privé à Aubervilliers en habitant dans une cité HLM. Et le type il me dit en ce moment, il y avait la CAM qui arrivait à cette époque-là, c'était deuxième partie des années 80. Et la CAM arrivait vraiment massivement sur la banlieue, la CAM très dure, et il y avait des mômes qui chutaient là-dedans, et il y avait des parents qui ne savaient pas du tout, il n'y avait pas les modes d'emploi, il n'y avait pas les associations, il n'y avait rien qui existait. Et il y avait des flics, il y avait ça, il y avait des parents. Et des parents qui doutaient, qui se disaient mon ado il commence à être trop bizarre et tout, ils se retournaient vers le détective privé, et le détective privé faisait des enquêtes pour voir si le môme était clean ou s'il était dans quelque chose. Les parents payaient, c'était assez cher, avec des chèques antidatés, donc 5 000 balles, 6 000 balles de l'époque, et ils faisaient 6-7 chèques comme ça. Et puis le type, si jamais il s'apercevait qu'un môme touchait un petit peu, il faisait tomber le réseau, il était en contact avec les flics, il faisait tomber le réseau, et il épargnait le môme pour lequel il était payé. Et donc, Hors Limite, c'est 3 nouvelles comme ça qui se passent dans 3 banlieues différentes. Et les 3 nouvelles, il y en a une qui donne le titre au recueil, qui s'appelle Hors Limite. Et c'est cette histoire-là que je raconte. Et là, il y avait véritablement, d'un seul coup, ça disait quelque chose sur la banlieue, l'arrivée de la CAM, l'arrivée du ghetto, mais aussi le désarroi des parents, mais aussi des espèces de petits mafieux comme ça, qui s'interposaient et qui étaient des éléments de régulation et tout. Et tout ça, c'était contraire à la délinquance ordinaire qu'il y avait à l'époque en banlieue. Il y avait quelque chose, il y avait un curseur qui se déplaçait véritablement. Donc voilà, c'est ça. Et comment dans ces espaces-là, d'un seul coup, la société a été en incapacité de créer des sortes d'anticorps, de créer des espaces qui pouvaient garder une cohésion, qui était une cohésion un petit peu basée sur la classe sociale, sur la classe ouvrière.
Et donc là, il y a eu une déperdition et il y a eu des espaces qui se sont dégagés jusqu'à aujourd'hui, 2014, élection municipale dans la ville où j'habite. C'est la gauche, le front de gauche qui a remporté la ville sur une base totalement clientéliste et mafieuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ces espaces-là, l'identité politique apparente pour les gens avec un sigle comme ça, c'est une réalité qu'on vit quand on connaît là. On sait que c'est les caïds de banlieue qui sont représentés directement au conseil municipal. Oui, alors... Donc voilà, c'est tout ça. Mais à l'intérieur de tout ça, de ce mouvement-là, il y a des espaces, il y a des lieux de résistance et il y a des lieux de reconstruction. Alors, quand ils sont représentés au conseil municipal, c'est-à-dire que ça concerne quand même une infime minorité, je veux dire, de ces populations. Tu parlais tout à l'heure de quelque chose qui me semble important, et on a Rachid qui est vraiment deux générations plus tard, et qui peut témoigner. Donc moi, je veux dire, ce sur quoi j'avais envie d'insister quand je vous écoute, Dominique et toi, c'est qu'à un moment donné, il y a un basculement, comme tu le disais. D'ailleurs, le hors-limite montre bien, enfin, il s'appelle hors-limite, et il montre bien qu'effectivement, à un moment donné, il y a un point de basculement, il est historique, il est générationnel aussi. Et du coup, on peut penser qu'il y a peut-être eu une rupture de transmission par rapport à la culture des banlieues rouges et par rapport aux énergies positives aussi qui s'en dégageaient. Ça ne veut pas dire pour autant qu'effectivement le street art, le hip-hop, etc. ne sont pas des forces positives qui naissent, qui grandissent des quartiers populaires, qui sont issus des quartiers populaires. Enfin, il y a aussi la volonté parfois d'en sortir. Et Rachid Santaki, donc, qui connaît bien la ville de Saint-Denis, a écrit donc deux livres, donc Les anges s'habillent en Caïra, mais surtout Flip ou Caïra, où là, réellement, on est sur finalement une photographie de la ville de Saint-Denis et des cités surtout, qui sont finalement les plaques tournantes du trafic à Saint-Denis, où il montre très bien finalement, à travers des personnages qu'on suit, enfin qui sont incarnés, auxquels le lecteur s'identifie complètement, qu'on suit au jour le jour. Je dirais que c'est presque le coin de la rue entre le dealer, celui qui compte et le guetteur, enfin on est trois, enfin voilà. Et le lecteur est complètement pris finalement dans l'intériorité, c'est pas Breaking Bad, mais je veux dire, on est pris dans l'intériorité du petit dealer du coin de la rue, et on voit très bien comment finalement la délinquance ordinaire s'institue dans les mœurs, stigmatise la banlieue et d'une certaine manière lui confère une nouvelle identité. Et il y a une espèce de fatalisme, du destin des... ce ne sont même pas des caïds d'ailleurs, ce sont des habitants de ces cités, ce sont des jeunes qui à un moment donné n'ont pas d'autre choix que de rentrer dans le système des bandes parce qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'autre modèle dans lequel s'incarner. Je dirais, je vais peut-être vous choquer, mais je ne vais pas parler de délinquance, ce sont des capitalistes, tout simplement. C'est qu'aujourd'hui, on leur a... la phrase de C.C. Guérin qui avait dit si t'as pas de Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie. La plupart, en tout cas de jeunes délinquants de 20 ans, ils répètent cette phrase, ils se l'ont appropriée. Donc il y a un vrai problème. Donc ça, je voulais rebondir sur Didier, ce que tu dis, c'est très très intéressant. On va sortir du roman pour y revenir, mais au-delà des romans, je mène des activités de terrain. Donc la dernière, c'est organiser des dictées géantes dans différentes banlieues. À Argenteuil, sur la Dalle, on a réuni 250 personnes. L'une des plus impressionnantes, c'était celle de la Courneuve, où en bas des 4000, la tour des 4000 qui ont été les bâtiments les plus insalubres ont été détruits. On a réuni 400 personnes, on a eu 363 participants, intergénérationnels. Des jeunes, on a 5 catégories. Donc ça, c'est pour vous expliquer l'histoire du terrain, j'observe beaucoup. Et il y a Didier, ce que tu dis qui est hyper intéressant. J'ai 40 ans, j'ai grandi avec la culture hip-hop. Et c'est vrai que cette culture, elle nous a permis plein de choses. Ce que dit Didier, c'est que l'héroïne, elle est arrivée fin des années 80, et carrément les habitants, on parlait de participation des habitants dans les quartiers, ils ont finalement participé au nettoyage, ils ont organisé des milices et ils chassaient les dealers. Donc ils ont dégagé la drogue des quartiers. Aujourd'hui, les gamins, que moi je vais définir plutôt comme des capitalistes, sont revenus, l'héroïne, elle est revenue dans les quartiers et elle est star. Elle est arrivée par la coke, qui est plus sexy. Et du coup, vendre de l'héroïne à Saint-Denis, à Saint-Rémy, dans les cités, c'est devenu normal. Et quand vous allez voir, il m'arrive de discuter avec des animateurs d'antenne jeunesse, et je leur dis, pourquoi on n'organisera pas des choses?
Donc ils participent à la dictée, et puis très rapidement ils me disent mais qu'est-ce que toi tu as à proposer de concret face à des jeunes qui, grâce à de l'héroïne, ils gagnent de l'argent. Et les jeunes qui sont au collège, parce que carrément ils vont chercher les jeunes qui décrochent, qui traînent, pour les introduire dans cette entreprise, parce que c'est une entreprise, c'est pour ça que je parlais de capitalisme. Et du coup ça fait un mouvement. Donc les gens, les habitants sont désarmés, parce qu'effectivement vous avez le problème d'avoir des jeunes qui sont dans le hall, qui utilisent les cages d'escalier, les cages d'ascenseur comme moyen de stocker. Tous les locales, les caves, on est obligé de les fermer parce que ça devient c'est du stockage. Donc face à ça, vous avez des habitants qui en plus ne peuvent même plus discuter avec des enfants. Que moi étant gamin, je sais pas, à 11 ans, quand un adulte me parlait, c'est un adulte. Ben, vous avez des arts de sensibiliser les gens, faire un blog quelque part, avec la culture et tout. Mais aujourd'hui, je donne juste l'exemple du rap. Le rap, donc pour étant jeune ado adulte, c'était une musique qui dénonçait les choses. C'était quelque chose qui permettait d'accéder à la culture. Aujourd'hui, le rap pour les jeunes, parce que j'interviens dans des collèges, c'est t'as pas de voiture, t'as raté ta vie, t'as pas d'argent, tu prends un crédit, t'es un clochard, etc. Voilà ce que le rap s'est transformé. On est passé de quelque chose de culturel à un outil qui vous ghettoise. Et on est comme ça sur beaucoup de choses. Donc il y a eu il y a quelque chose qui s'est passé, et effectivement il y a eu un problème de transmission. Donc même moi qui ai 40 ans, je suis obligé d'adapter mon discours pour extraire des jeunes et pour les amener, les responsabiliser, les mettre dans l'action pour qu'ils trouvent finalement une voie. Et après les autres, ceux qui ont été embauchés, on ne peut pas leur dire bon bah tu n'auras pas de salaire, viens, qu'est-ce que. Ils sont dans un modèle de capitalisme. Donc du coup c'est très intéressant, et c'est là où on va revenir maintenant dans le roman. Mes personnages, ce sont avant tout des personnages, sont des humains qui sont dans des situations où ce sont des solutions pour eux tout simplement pour vivre. Donc les quartiers c'est quoi? Ce sont des villes où vous avez des gens qui travaillent, qui payent leurs impôts, etc. Et puis vous avez d'autres gens qui s'organisent comme quand on travaille au black, etc. C'est exactement ça. Et vous avez deux mondes qui cohabitent et qui parfois, finalement, ne peuvent plus être sur le même territoire parce que celui qui a travaillé toute la journée, ben, il ne peut pas supporter qu'il y ait des gamins qui restent jusqu'à minuit, 1h du matin à faire tourner l'entreprise, avoir des toxicomanes qui viennent chercher leur dos, etc. etc. Et puis tout ce qui est sale et tout. Donc voilà, c'était pour rebondir, mais je me retrouve parfaitement. En fait, quand justement t'entends témoigner, c'est on a la fresque en fait, une fresque temporelle des années, je pense, 80, et là aujourd'hui on est en 2014 et on est dans quelque chose de complètement différent. Ouais. Mais je disais en introduction tout à l'heure que bon, on était sur des zones de non-droit, et en même temps, bon, ce qui était montré bien sûr dans les livres de Didier, dans certains livres de Dominique, pas dans tous, hein, mais dans certains livres, et surtout dans tes livres, c'est que malgré ces zones de non-droit, on a des formes de vie possibles, et indépendamment de l'émancipation par l'art dont vous avez parlé, Didier, toi, parce que Dominique pourrait en parler, et sur lesquels on pourrait tous être d'accord, et c'est peut-être des phénomènes à la marge, et puis il y a ces moments où on commence à se servir de ça comme tremplin pour sortir de la banlieue, mais il y a aussi la question des valeurs qui sont véhiculées à l'intérieur même de ce que vous appelez tous le ghetto, et moi je mettrais des guillemets au terme de ghetto hein, pour les banlieues françaises. Je pense qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais je pense que c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas aussi mécanique que ça, en tous les cas, mais il y a en tous les cas des valeurs bon, qui sont, enfin, vous parlez d'idées, et dont tu parles beaucoup dans ton livre, qui sont finalement des valeurs qui demeurent et qui sont malmenées, mais qui sont celles de la solidarité des exclus, de la lutte pour la reconnaissance et la dignité, de l'amitié, des liens familiaux, qui soient fraternels ou fratricides d'ailleurs. Hein. Et c'est pas que l'histoire des grands frères, hein. C'est réellement des liens de solidarité à l'intérieur de ces zones d'enfermement dont on peut se poser la question, est-ce que ce sont des ghettos ou pas? Mais voilà, donc est-ce qu'il y a véritablement conflit entre ces valeurs finalement qui existent malgré l'emprise finalement des caïds, des gangs et finalement de la coalition de toutes les forces de domination, ou est-ce qu'il y a une possibilité d'émancipation? Je vais donner un exemple concret, ce sera plus parlant. L'exemple, il y a une super initiative qui est organisée dans des lycées, je pense qu'aujourd'hui à ce sujet, en fait, dans FEDER qui a Épinay-sur-Seine, qui est une ville voisine de Saint-Denis, ou même un sujet à Saint-Denis, à la fin de l'année, on offre un bouquin et on félicite tous les diplômés. Ça a lieu dans l'enceinte du lycée. Le problème, c'est quoi? C'est que ça se passe dans l'enceinte. Et les gens qui sont dans l'enceinte du lycée, c'est tous ceux qui sont scolarisés. Donc dans la cité, vous n'avez pas de phénomène de dire « Ah bah t'as vu, lui il a eu son diplôme, ah bah lui, etc. » Donc on a des choses positives, mais ces choses positives, elles ne sont pas exposées dans la cité. Imaginons qu'on ferait
cette cérémonie qu'on fait dans le lycée, dans la cité. Du coup, pour les petites filles, ils auraient des modèles peut-être différents du mec, justement, qui est dans le modèle des stupes, etc. Donc on ne valorise pas. Il y a des forces qui s'opposent, il y a des choses, mais malheureusement, quand on va sortir dehors, quand on va traîner, on ne va pas forcément voir ceux qui bossent. Les gens qui bossent, on ne les voit pas parce que qui bossent en tant qu'étudiants ou qui bossent, on ne les voit pas parce qu'ils ne traînent pas. On voit ceux qui traînent. Donc il y a effectivement, de toute façon, il y a de l'espoir à partir du moment où il y a l'humain. Et puis, il y a des choses qui se font. Sauf que peut-être, effectivement, elles ne sont pas, sont pas visibles à l'extérieur de la cité. Oui, il y a plein de choses positives. Maintenant, c'est vrai que c'est ce qui manque. Quand moi, quand je vous disais l'animateur de l'antenne jeunesse, c'est que je lui ai argumenté en disant mais t'as pas que le modèle de l'héroïne, t'as ça. Il me dit peut-être, mais moi je le vois pas. Donc c'était effectivement, il y a des choses qui s'opposent. Il y a encore une résistance et heureusement. Elle est quand même à la marge. Enfin, quand on lit ton livre, hein, je parle de représentation là. On est dans l'univers du roman de Rachid. Et il y a quand même. Je voudrais faire une remarque très courte. Il faut faire attention quand on utilise le terme de zone de non-droit. Parce que ça veut dire que d'abord nous vivons dans une zone de droit, ce qui est extrêmement contestable. Et bon, moi je fais beaucoup de romans en fait sur les grandes entreprises capitalistes et je peux vous dire que c'est la zone de non-droit intégrale. Bien sûr. Simplement, elle a des systèmes de protection qui sont beaucoup plus efficaces et puis elle fait partie des classes dominantes. Bon, donc attention à l'utilisation du terme de zone de non-droit. Et d'autre part, ce que je trouve de très intéressant dans ce qu'a dit Rachid, c'est de montrer justement contre aussi cette utilisation zone de non-droit, la continuité idéologique entre ce qui se passe dans les banlieues et ce qui se passe dans l'ensemble de la société, c'est-à-dire le culte du profit. Exactement. Et l'esprit entrepreneurial. Exactement. Mais justement, il y a une déclaration sur laquelle tu vas réagir, Dominique, d'ailleurs.